bonjour, bienvenue dans un nouveau podcast édition été 2009. C'est l'été 2009. Donc je suis François Descraques, Et toujours. je suis Florent Dorin. Voilà, c'est un truc qu'on fait jamais en fait, mais je me rends compte que les gens ne savent pas forcément quelle est notre voix. Ils peuvent penser que tu es François Descraques et je suis Florent Dorin. Ben, on a qu'à dire ça. Bonjour, je suis François Descraques. Bonjour, je suis Florent. Non, là, si je te promets, on risque de perdre des gens. Hein. Ok, d'accord. Bon. Et surtout, j'ai pas envie de m'approprier tes propos, tu vois. Ok, oui, bien sûr, oui. Donc Placé toujours... sous le signe de l'apéritif. Oui, voilà, donc l'édition 2009, hein, des podcasts accompagnés d'apéritifs. Donc si vous entendez des bruits comme ça, Hein normal. Là, pour le coup, on n'a pas de Pas de pirouette. Non, puisqu'il est encore de bonne heure. C'est vrai, oui, on prend l'apéritif. Ce qui est arrivé. Ah, enfoiré. Putain, merde, j'ai renversé du. Bon, il est 13h. Hein. Il est 13h, c'est On l'heure vient de de prendre notre l'apéritif. petit-déj, donc voilà. C'est l'apéro. L'apéritif est un concept. Hein. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire, oui, comme j'ai expliqué quand j'étais en déplacement à l'étranger, hein, c'est que l'apéritif en France, c'est pas seulement comme le tea time à l'anglaise, mais plus un concept de savoir-vivre et de bonne humeur. Mais alors, je rappelle aux gens que nous n'allons toujours pas faire de podcast sur l'apéritif. On a toujours un sujet à discuter. Et là, en l'occurrence, C'est Le Seigneur des Anneaux. Ah voilà, édition vraiment spéciale, donc classée sous le signe du... Bon. Arrête de parler d'apéro, d'accord. On essaie de pas parler de l'apéro, on essaie de parler d'autre chose. Non, mais c'est pas ça, mais moi-même je suis un peu touché, puisque bon, Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même mon film préféré, et je le crie haut et fort, même si j'aime beaucoup Heiner Müller, Shakespeare et autres Molière. Hein. Le Seigneur des Anneaux, ça reste Peter Jackson, Donc, Tolkien. à la base, en fait, ce podcast était suggéré par un internaute suite à la diffusion du court-métrage The Hunt of Gollum, un court-métrage autoproduit par Chris Bouchard et réalisé donc, par ce dernier, un réalisateur anglais, qui a fait un énorme travail de fanfiction vraiment impressionnant. Alors, est-ce que toi tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais tu m'en as parlé un peu. Ouais. Donc bon, on va en parler. Je vite suis fait. allé sur le site pour me renseigner, savoir un peu ce que c'était que ce projet, puisque c'était juste avant sa sortie sur Dailymotion. Et pour le coup, j'étais très intrigué de voir qu'effectivement, il y avait un tel cast sur le projet, sachant qu'il n'y avait pas d'argent a priori. Et ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Alors, il faut savoir que les fanfictions, c'est un truc qui se fait souvent. Il y a eu beaucoup de fanfilms sur Star Wars. Là, sur Seigneur des Anneaux, il y en a eu pas mal aussi, mais c'est vrai que c'est la première fois où il y en a un qui, visuellement, peut être comparé au Seigneur des Anneaux. Vraiment, là-dessus, on va dire ma critique personnelle, on va dire que j'ai été vraiment bluffé au niveau des plans, au niveau de l'infographie, au niveau des décors. Même si ça a été tourné, je crois, en HDV et en minute 35, on a vraiment l'impression de voir un vrai film de cinéma. Je trouve que les comédiens sont franchement pas mauvais, dans le sens où ils ont la lourde tâche de prendre le relais à Ian McKellen et Viggo Mortensen. Et les deux comédiens font un très bon boulot. Le gros problème du film, et ça c'est le problème de beaucoup de fans de films, c'est que tout le scénario se base sur, on va dire, un épisode qui se passerait entre Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, qui en soi n'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Aragorn dans la forêt en train de chercher Gollum. Et voilà. Et Il est où? Comment? Il est où? Voilà, et c'est vraiment ça. Gollum, il est où? Et est où, là? et donc, on sent plus le côté hommage, le côté j'ai envie de reprendre les films, j'ai envie de reprendre des scènes clés, j'ai envie de reprendre des ambiances, plutôt que le côté j'ai envie de raconter une histoire intéressante, quoi. Donc, pour un fan film, c'est excellent. Pour un court-métrage, c'est assez limité, je trouve. C'est un peu chiant. Franchement, pour quelqu'un qui ne connaît pas Seigneur des Anneaux, ça peut être horriblement chiant, quoi. Donc voilà, voilà pourquoi personnellement moi je ne fais jamais de fan film, même si j'adore Seigneur des Anneaux, même si j'adore plein d'autres films, j'ai toujours envie de créer une histoire où voilà, que les gens vont découvrir quelque chose, même si ça peut être pas forcément très bon, je dis pas que c'est la meilleure chose, mais voilà quoi, le fait de copier à 100%, même si tu arrives à copier à 100%, au final, bah, tu es un peu en dessous pour plein de raisons. Pour le coup, c'est sûr que c'est difficile de faire mieux que le Seigneur des Anneaux. Oui, mais surtout à partir d'une histoire qui n'est pas très voilà quoi, elle est pratique. L'histoire, ils l'ont choisie parce que elle permettait d'avoir des personnages limités et surtout des décors, des unités voilà, de décors.
Il n'y a pas de grosses scènes de baston, même s'ils en ont mis quelques-unes et tout. Et bref, donc voilà, très peu de choses à dire en termes de l'histoire, quoi. Sinon, en termes d'imitation, c'est super. Et ce réalisateur, j'ai hâte de voir ce qu'il peut proposer dans un style qui lui est plus propre et un univers qu'il va inventer de lui-même. Ah, excusez-moi, il y a eu un portable qui a fait des interférences. Ouais. Ah, saloperie de télécommunication. Donc bon, passons ce film-là. Et revenons par... Donc finalement, est-ce que tu le recommandes, ce film, à voir? Oui, parce que déjà, il est gratuit sur Internet, donc on peut pas s'en passer. Bah non. Après, il dure, je crois, 40 minutes, donc bon, il faut prendre le temps de le regarder. Oui, je recommande à ceux qui sont fans. Après, voilà, quoi, c'est un fan film. Un film, et il le vend comme ça. C'est un film fait pour les fans, par des fans. Mais voilà, moi, pourtant, je suis un vrai geek, un vrai fan de ce truc-là, mais pourtant, les fans films, j'en ai vu beaucoup, et voilà, quoi, c'est pas un concept qui m'attire en soi, quoi, le concept du fan film. Donc voilà. Revenons par rapport au Seigneur des Anneaux, l'œuvre originale. Alors, à la base, le Seigneur des Anneaux, c'est un bouquin, c'est un livre. Il paraît, ouais, j'ai vu ça à la Fnac. Et c'était un des... moi, personnellement, c'était le premier vrai bouquin qui m'a vraiment, comment dire, fasciné. Je l'ai lu à 12 ans, l'âge parfait pour lire le Seigneur des Anneaux. Et en parallèle de lire le Seigneur des Anneaux, j'avais découvert ce réalisateur néo-zélandais du nom de Peter Jackson grâce à Florent. Florent qui était le seul au monde à avoir en VHS des films comme Bad Test et comme Meet les Feebles, et je crois que tu es le seul au monde qui a une VHS des Feebles, le deuxième film de Peter Jackson. Alors si Damien écoute, il sait que c'est toujours moi qui ai sa VHS. Ah, c'est à Damien. C'est à la mère de Damien, parce qu'en fait sa mère faisait collection des hippopotames. Et Heidi, tu sais, c'est un hippopotame. Le personnage de Meet the Feebles, c'est un hippopotame. Et c'est pour ça qu'elle a ce film. Et c'est pour ça qu'elle avait ce film. Et alors, quand on était petit, mais quand on avait, je sais pas moi, on n'avait pas 10 ans, tu vois, sachant que le film est trashy quand même. Le père de Damien nous avait dit, en gros, vous le dites pas à Fabienne, à la maman et tout, mais on va regarder les Feebles et tout. Parce que nous, on était forcément hyper intrigués de voir cette jaquette de vidéo. Parce qu'ils avaient une grande collection comme ça. Les Feebles, c'est un film avec des marionnettes comme les Muppets qui parle d'un univers à la Muppet, mais avec du sexe, de la drogue. C'est-à-dire c'est le côté vraiment pourri du show business. Voilà. C'est le côté vraiment sexe, drogue et rock'n'roll. Mais avec des Muppets. Voilà. Et donc c'est un film excellent, vraiment. C'est culte quoi. Il faut le trouver. Voilà, faut le trouver. Et il faut être pote avec la mère de Damien. Bon, enfin voilà, donc c'est vrai que à ce moment-là, quand on a vu le film, si tu veux, moi Peter Jackson, bon, je connaissais forcément pas vraiment son nom encore, mais c'est pareil dans les vidéoclubs, comme je traînais beaucoup dans les rayons des films d'horreur. Il y avait la couverture de Branded qui m'a hanté pendant des années quand j'étais vraiment tout gamin, quoi, avec cette nurse, et ce bébé complètement dégueulasse. Ça m'a vraiment choqué, mais pendant des années. Et puis après, en fait, je crois que c'est vraiment Bad Taste, le premier que j'ai vu de Peter Jackson. Avec Thibaut, on était... Bad Taste, son premier film, complètement amateur, tourné avec ses amis pendant plus de 3 ans. Et un film est tellement marrant et tellement gore et qui montre tout son talent. Et donc, on était fan de ce réalisateur. Moi, à ce moment-là, je venais de voir son dernier film à l'époque, à savoir Photo contre Fantôme, que j'avais surkiffé. Je trouvais que c'était un film génial, un film vachement original, avec Michael J. Fox en plus. Donc j'étais à fond sur ce réal-là. Et à ce moment-là, je termine Le Seigneur des Anneaux. Je me dis, ouais, ce bouquin, c'est le meilleur bouquin que j'ai jamais lu. Voilà. Et je me rappelle le moment où j'ai fini le bouquin, je lisais le premier. Et dans le premier, à la fin, il y avait un courrier des lecteurs. Et quelqu'un demandait où est-ce qu'on est l'adaptation de Seigneur des Anneaux. Ça fait 20 ans qu'on l'attend, machin. Et la réponse était, au jour d'aujourd'hui, c'est Peter Jackson qui devrait le faire et tout, mais rien n'a été officialisé et il devrait le faire en Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait non. Et j'ai commencé à... Et c'était en... j'étais en 3e, moi, quand je venais chez toi régulièrement. Oui, mais au moment où j'ai lu l'article, c'était quand j'étais encore en Mauritanie. T'étais encore en Mauritanie ? Ouais. Donc, c'était en 98. Ouais. Et peut-être même 97.
Et après, ils ont commencé à officialiser l'annonce, genre vraiment, ils vont vraiment le faire. C'est là que tu as découvert entedcool.com. Voilà, exactement. entedcool.com, c'est là où je me dis, mais où est-ce que je peux trouver les infos? Et c'était le seul site où il y avait des vraies infos. Je me souviens, toutes les semaines, quand je débarquais chez toi, que je rentrais de l'internat, tu me montrais les dernières images, le mec qui allait sur le tournage. Et encore, au début, c'était juste, ils écrivaient le scénario, il y avait plein de rumeurs, qui allait faire quoi, le casting rêvé, Sean Connery dans le rôle de Gandalf et tout, des trucs de malade. Uma Thurman dans le rôle de Galadriel, je me rappelle aussi. Ouais. Il y avait Ethan Hawke dans le rôle de Aragorn. Et en fait, et ça c'était des vraies fausses rumeurs dans le sens qu'ils ont vraiment demandé à ces gens-là qui ont tous refusé. Ouais. Sean Connery a refusé de faire Gandalf. Donc c'était horrible parce que le premier film sortait en 2001 et on était en 98-99, donc il fallait attendre genre 2 ans et demi. Et je me rappelle et je me dis mais ça va être trop long quoi. Et donc pendant des années, pareil, à la recherche de la moindre image, c'est là où je suis vraiment devenu un geek des sites de news de films. Et chaque truc qu'on voyait, voilà quoi, elle avait On l'air en avait pour notre argent. Ouais. Voilà, ça avait l'air d'être bien. Et la deuxième bande-annonce qu'on a vue, je me rappelle, on l'a vue ensemble et on s'est dit, ce qui est génial, c'est que ça ressemble du Seigneur des Anneaux, Ouais. mais ça ressemble à un film de Peter Jackson, avec des mouvements de caméra un peu de ouf, avec du grand angle. Et donc on était vachement excités. Et finalement, en 2001, on a pu voir le premier film. Et là, et même si on avait vu plein de bandes annonces, plein d'images, on a été sur le cul. Une grosse claque. Quoi. Voilà, grosse claque. Donc une énorme claque pour nous. Je me rappelle quand je suis sorti du film, j'étais Là, tu disais genre putain, mais il va falloir attendre les suivants. Quoi. Voilà, mais surtout, j'étais allé voir avec des potes. Et en fait, pour ceux qui ont suivi Script TV, il y a un épisode dans lequel mon personnage et le personnage de Samuel se prennent la tête sur l'épée qui brille ou qui brille pas dans la mine de la Moria. Et ça, c'est adapté vraiment d'une histoire vraie où à la fin de la séance, alors que moi j'étais sans mots, un de mes potes dit ouais, c'était pas mal. J'ai comme ça, c'était pas mal. Bah, c'était pas mal, et bon, il y a un gros problème dans le film. Je sais, mais c'est quoi? Bah, dans les mines de la Moria, l'épée est censée briller parce qu'il y a des orques et elle brille pas. Et là, j'ai commencé à m'engueuler avec lui. Mais comment tu peux enculer les mouches sur un truc aussi con, quoi? Tu viens de voir un film que tu verras rarement de toute ta vie, et le mec il dit ouais, mais l'épée elle brille pas. Donc, et même pendant la file d'attente, on était avec Béranger, et Béranger avait apporté le bouquin du Seigneur des Anneaux pour la file d'attente. Tu vois. Donc, il lisait le Seigneur des Anneaux avant d'aller voir le film. Donc on était vraiment des purs fans. On n'était pas délisés, mais bon. Mais je me souviens, la première grande polémique qu'il y avait, c'était sur comment s'appelait déjà ce personnage, toute cette partie qui avait été censurée. Tom Bombadil. Tom Bombadil, voilà. Où ça, c'était vraiment la première polémique. Mais c'était au début. Les fans ont fait ouais, c'était dégueulasse, ils l'ont enlevé. Puis très vite, en fait, les films, ce qui est fascinant avec les Seigneurs des Anneaux en termes de films, c'est que ils sont devenus des classiques en termes de films. C'est-à-dire que au-delà de l'adaptation, au-delà du côté, ça datait d'un bouquin que tout le monde connaissait et tout, un truc de fan. En gros, c'est un film que tout le monde a vu, tu vois, comme Star Wars. Et ce qui fait que maintenant, les films sont carrément acceptés. Alors, moi, un truc qui m'énerve par rapport aux réactions des gens sur le Seigneur des Anneaux globalement, c'est que même si c'est un film qui est globalement accepté comme un classique du cinéma maintenant, voilà, en plus le dernier a eu tous les Oscars, enfin voilà quoi, c'est pas qu'un film de geek. Globalement, il y a toujours eu des réactions. Ce qui m'a toujours perturbé, c'est les gens qui disaient. T'as une partie des gens qui disaient, qui étaient trop fans du bouquin, qui disaient oh là là, mais c'est complètement hollywoodien, franchement, c'est que des scènes d'action, il n'y a pas assez de chapitres sur la culture du tabac en comté, Tom Bombadil disparaît. Donc des mecs qui disent en gros, c'est des Américains et tout, alors que c'est des Néo-Zélandais. Et t'as l'autre partie, c'est des gens qui ont pas lu le bouquin et qui faisaient du style oh là là, mais je croyais qu'il se passait des trucs, mais il se passe rien, ils font que parler, c'est trop intellectuel et tout. Donc c'est ouf qu'il y ait ces deux réactions complètement opposées, tu vois. Mais bon, je pense que globalement, le film a été accepté. Il est pas sans défaut, mais quand on le compare aux dernières adaptations de trucs d'Heroic Fantasy qu'on a eu, genre La Boussole d'Or et Narnia, faut être content, quoi. Je pense qu'il faut être content de ce qu'on a eu. Et ce sera très rare d'avoir une adaptation qui soit aussi complète vraiment fidèle, et en même temps qui ose prendre des risques en changeant des trucs, mais qui peuvent améliorer le film. Et on espère que Guillermo del Toro réussira à faire 2 films qui vont poursuivre le truc, mais qui vont apporter quelque chose de nouveau, quoi. Sur quoi? Sur Bilbo. Bilbo, Donc voilà. Donc ça c'est pour moi. Toi, personnellement,
toi, tu as lu Le Seigneur des Anneaux. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, mais j'avais pas lu le dernier livre en fait. Dans le 3e tome, il restait un dernier livre que j'avais pas lu parce que justement à ce moment-là, je savais qu'ils allaient l'adapter en film et je voulais garder la surprise. C'est-à-dire le dernier livre pour toi, à quel moment tu t'es arrêté en fait? Bah, c'est avant la bataille, la grande bataille à la fin, il me semble, tu vois. Je saurais plus dire exactement où s'arrête le dernier livre, mais je me souviens très bien, j'étais ici à Saint-Jacques justement, quand je lisais ça, et puis sous tes recommandations justement, puisque comme on en parlait là, il y a quelques jours, quand tu as commencé, puisque moi j'étais, contrairement à François, pas vraiment intéressé par la lecture et tout ça, et tu m'avais vivement conseillé de me mettre à lire Bilbo le Hobbit avant de pouvoir entamer Le Seigneur des Anneaux, qui était quand même plus volumineux, quoi. Et effectivement, j'ai lu Bilbo le Hobbit ici, et après, dans les années qui ont suivi, j'ai continué la lecture du Seigneur des Anneaux. Mais bon, comme je suis pas un grand lecteur, en tout cas de romans, voilà, c'est vrai que je m'étais dit, allez, je garde le meilleur pour la fin. Je garde la surprise, c'est-à-dire que moi-même au cinéma, si tu veux, je savais pas ce qui se passait. Je savais pas ce qui se passait, mais pour te dire, voilà, pour moi, Aragorn, quand il est élu roi, si tu veux, pour moi, ça a été la surprise pendant tout le film. Tu vois. Le retour du roi, voilà. de qui on parle, je sais pas. Voilà, exactement. Ah, c'est lui le roi. Voilà. Donc j'ai cette capacité à faire déficience à mon propre cerveau, abstraction comme ça, voilà. toute. J'arrive à me surprendre moi-même. D'accord. Mais c'est bien, mais comme un enfant, c'est bien. Voilà, c'est ça. Il y a un côté un peu arriéré mental, mais je l'assume complètement. Mais voilà. on devrait tous être comme toi, hein, pour être plus surpris, moins blasé. Oui, mais ça m'arrive de faire des choses très bêtes aussi. Oui, c'est totalement. Hein, totalement. Ouais. Tu te souviens là quand je t'ai dit genre viens vite, il y a un problème et tout, puis qu'en fait c'était juste que ça puait trop dans les chiottes et qu'il fallait que je te fasse sentir ça parce que... Oui, je me rappelle très bien. Oui. T'inquiète pas, hein, ça s'oublie pas ce genre d'expérience. On parlait du Seigneur des Anneaux. Voilà, on parlait du Seigneur des Anneaux. Donc, enfin, en tout cas, bon voilà, c'est sûr que moi, après d'avoir vu les films au cinéma, puisque encore une fois, étant moi-même un véritable fan de Peter Jackson, ça a été des très très grands moments de cinéma. Et depuis, je me suis fait maintes visionnages. Et au-delà des films qui sont vraiment excellents, ce qui est génial, c'est que les making-of sont aussi émouvants et aussi prenants. Et les éditions collector les éditions DVD où il y a effectivement beaucoup de bonus et tout, et de voir leur aventure, l'aventure des acteurs, du réalisateur à travers ce tournage qui a duré le tournage principal a duré 1 an et après ils sont revenus chaque année, donc finalement c'est comme s'ils avaient tourné un film pendant 5 ans quoi. Et de voir que c'est même pas juste une équipe qui a tourné, c'est par exemple tout un pays. J'ai lu quelque part que c'est 1/3 de la population néo-zélandaise qui a participé de façon directe ou indirecte au tournage du film. Justement, moi quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai beaucoup posé des... Alors attends, on va en revenir là-dessus. Donc... Mais c'était pour étayer ton propos, puisque juste effectivement tout le monde connaît plus ou moins Peter Jackson là-bas. Enfin, c'est-à-dire que j'ai rencontré plein de gens qui me disaient mais attends, c'est un pote, voilà, ils le connaissent tous quoi. Ça étaye. Hein. Tu remarques que ça étaye. Merci. Bon, allez, on garde le meilleur pour la suite. Donc voilà, donc c'est vraiment le film et la façon dont il a été fait. Moi j'ai lu tous les bouquins sur le tournage, j'ai lu les 2 biographies de Peter Jackson qui racontent toute sa carrière et comment il a réussi sur un coup de poker à faire accepter de faire 3 films alors qu'à un moment il voulait en faire... Raconte alors en gros ces derniers jours, ces 5 jours, cette semaine. En gros, Le Seigneur des Anneaux, c'est un projet qu'il a fait à la base pour faire travailler sa boîte de post-prod, à savoir Weta. Donc il devait faire un film à gros budget avec des effets spéciaux. Depuis longtemps, il voulait faire un film à la Seigneur des Anneaux, mais au final, il s'est dit mais attends, pourquoi pas faire le Seigneur des Anneaux directement, vu que personne ne l'a fait. Ils ont commencé à faire les croquis. Ils sont allés voir, les premières personnes qui sont allées voir, c'est les Weinstein à l'époque de Miramax, qui ont dit oui pour 2 films. Donc ils ont commencé à travailler là-dessus. Et très vite, les mecs ont dit, ils ont déboursé de l'argent pour faire tout ce qui est sculpture, dessins préparatoires et tests d'effets spéciaux. Mais très vite, les frères Weinstein ont dit franchement, on y croit moins. On va faire qu'un film. Et Peter Jackson a dit non, un film sur le Seigneur des Anneaux, ça me paraît improbable. Vu l'expérience que Ralph Bakshi a eue par rapport à la version dessin animé,
Voilà quoi. Et donc les frères Wallenstein leur dit bah écoutez, c'est très simple, vous avez je sais pas 10 jours, je sais pas, ou une semaine pour trouver un autre studio qui est prêt à prendre votre budget, et sinon vous devez nous rembourser et on garde le projet. Et à ce moment-là, il était tellement dans la merde, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré en Nouvelle-Zélande, il a fait une bande démo en utilisant tout ce qu'il avait créé pendant ces derniers mois sur le Seigneur des Anneaux, et il est allé voir tous les studios avec cette bande démo, et tout le monde a dit non, 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 c'est trop cher, c'est voilà, on sait pas qui vous êtes, Monsieur Peter Jackson, machin. Et les seuls qui ont dit oui, c'est New Line, qui à cette époque-là, ils recherchaient en fait une franchise à faire. Ils venaient de commencer, ils voulaient faire à la base Fondation d'Isaac Asimov, qui est un énorme cycle de science-fiction. Le truc s'est cassé la gueule, donc ils avaient du budget pour faire un énorme truc. Et il se trouve que Peter Jackson est arrivé à ce moment-là. Et Robert Shaye, le directeur de New Line, leur a dit mais attendez, je comprends pas, vous nous parlez de films, mais s'il y a 3 bouquins, c'est 3 films. Et eux, ils n'avaient jamais osé imaginer que c'était possible. Ils ont fait oui, d'accord. Et ils ont signé pour 3 films, et c'était le début de l'aventure. Lord of the Rings. Alors que ça a failli ne pas se faire du tout, quoi. Donc voilà pour le début, et après donc tout le tournage machin a été une grande aventure. Mais t'avais l'air de dire que Franz Walsh et Peter Jackson, ça faisait déjà des années qu'ils travaillaient sur l'adaptation en film du bouquin. Oui, en fait ils hésitaient entre lancer Le Seigneur des Anneaux ou King Kong à cette époque-là. D'accord. Et ils ont commencé par Le Seigneur des Anneaux, ils ont commencé à faire des trucs, et après ils ont dit non, on veut faire King Kong parce que c'est le film que Peter Jackson voulait faire depuis très longtemps. Ils ont commencé à faire plein de trucs sur King Kong. Puis après, il y a eu un film qui s'appelle Mon ami Joe, qui est sorti, un film de gorille géant qui s'est planté au box-office. Universal a dit fini les gorilles. Fini, voilà, trouve autre chose. Et là, ils se sont dit bon, bah, qu'est-ce qu'on a dans les stocks? Bon, on a Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu de façon, pas par hasard, mais selon la conjoncture. Exactement, quoi. Donc voilà. Et donc tout ça pour dire, au final, donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'un Peter Jackson qui était peut-être un réalisateur indépendant très intéressant, mais qui n'avait pas eu de gros succès, qui a un passé très bizarre, puisque ses 3 premiers films sont des films totalement trash, totalement mais dingues. Bad Test, Feebles et Branded, qui est peut-être le film le plus gore de toute l'histoire du cinéma, parce que c'est un film très drôle. Il y a des vrais enjeux émotionnels au niveau des personnages. Il y a une petite histoire qui est niaise finalement, mais après dans les effets, en fait c'est exactement ça. Entre les Feebles et Branded, ce qui les rapproche, c'est que tout le côté ultra trash, ultra gore est sauvé grâce aux personnages principaux qui sont totalement niais, totalement gamins, que ce soit Lionel et Paquita qui sont trop touchants dans leur naïveté, ou le petit hérisson et le caniche dans les Feebles qui sont trop cons, quoi. Et autour d'eux il se passe des trucs mais horribles, dégueulasses. Et c'est comme ça que l'ambiance, tu t'es jamais mal à l'aise, bizarrement. Je trouve ça rigolo parce qu'il y a ce contraste entre la naïveté et l'horreur dégueulasse. Mais il s'était déjà fait repérer avec Branded à Cannes, c'est ça? Non, avec... si, c'est ça, Branded... Non, c'est avec Bad Taste qu'il était venu, et après c'est à Avoriaz en 93, je crois que Branded, il avait... en fait, Bad Taste a été la première fois qu'il a été vraiment diffusé devant tout le monde, c'était à Cannes. Donc il a toujours été proche du festival de Cannes, même si c'est pas le festival en termes de festival, c'était peut-être le marché du film, donc le côté un peu ce qui passe à côté du festival de Cannes. Donc voilà, c'était un réalisateur mais complètement ouf. Il a quand même fait Créature Céleste, un film mais merveilleux, adapté d'un fait divers atroce. Donc il avait une réputation de mec mais complètement barré, même s'il a fait Créature Céleste, qui est un film sérieux, mais c'était quand même un film qui a mis mal à l'aise beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande, puisque ça parle d'un vrai fait divers dégueulasse. Et puis il y avait aussi donc Fantôme contre Fantôme, qui est un film qui, on va dire, qui est plus divertissant, divertissant entre guillemets, un peu plus hollywoodien, c'est-à-dire que ça se regarde, c'est plus pop, quoi, ça se regarde plus facilement. Exactement, c'est pas trop gore, mais c'est quand même assez tordu. Il y a des trucs assez tordus dedans, mais c'est vrai que c'est moins gore. Il a fait aussi Forgotten Silver, qui est génialissime, un hybride encore, ce film. Voilà, un faux documentaire sur un type qui invente toutes les techniques de cinéma. Voilà. Donc, mais il était relativement connu, mais c'était, voilà, quoi. Je veux dire, à l'époque, à part nous, peu de gens pouvaient dire Peter Jackson, je vois qui c'est. Et
après Le Seigneur des Anneaux, au bout de ces 3 films, mais voilà quoi, tout le monde connaît Peter Jackson, et en Nouvelle-Zélande, c'est une idole. c'est même pas une idole, c'est un mec qui dirige le pays pratiquement. Enfin, il dirige tout ce qui est économie du cinéma. Il a, enfin, je sais pas, il a été, il a eu des médailles pour ça. Enfin, voilà quoi, c'est et c'est fou parce que si tu vois le documentaire sur Bad Taste, où tu le vois, il a 23 ans, il a un t-shirt avec un Mickey qui fait un fuck, Ouais. et il raconte comment il a fait les masques des aliens dans le four de sa mère, Ouais. et pourquoi la tête est plate la tête des aliens est plate, c'est parce que Ouais. le four de sa mère était trop petit. Ouais. Donc tu vois ce mec là, et après tu le vois maintenant en train de faire des conventions, en train de parler, faire voilà quoi, c'est un des hommes les plus riches du monde. Enfin, et surtout, il a, comment on dit, mais la Nouvelle-Zélande, c'était un pays que pas beaucoup de gens, on va dire, connaissaient. Voilà, maintenant, tout le monde connaît la Nouvelle-Zélande. Tout le monde sait à quoi ça ressemble grâce au Seigneur des Anneaux. Ouais. Et donc, Ouais. toi, ça t'a tellement fasciné, en fait, à cette Que époque-là, que... j'ai décidé d'y aller. Voilà. Et donc, Et là, j'ai été 4 mois et demi en Nouvelle-Zélande, et notamment sur les traces des lieux de tournage, les Le location Seigneur sets. avec Thibaut, donc Thibaut Avec que, Thibaut, que vous vous avez connaissez. pu voir dans les débats. Voilà. Vous Voilà. êtes parti 4 mois. Enfin, à la base, vous êtes parti plus longtemps, mais vous avez On fait est le parti. Japon. Vous Ouais, avez ouais. fait, On a fait tout un petit tour comme ça en Océanie et puis en Asie du Sud-Est notre véritable étape, quoi, parce que moi, c'était à un moment j'ai pensé aller vivre un an en Nouvelle-Zélande et Ouais, puis ouais. c'est un pays quand même qui reste assez petit, etc. Mais c'est, je veux dire, ce que vous voyez dans Le Seigneur des Anneaux ressemble de façon très, très, très proche à la réalité des paysages là-bas, et c'est absolument sublime. Enfin, ça a été vraiment une grande, grande aventure de, à chaque fois, sur les cartes, etc., repérer les lieux de tournage et d'aller là-bas parce que, évidemment, il faut bien se rendre compte que régulièrement, dans les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas vraiment d'habitation. Oui. Voilà. Donc, on se retrouve vraiment dans des endroits paumés, de chez paumés, et c'est absolument grandiose, d'autant plus quand on est un fan. C'est-à-dire, par exemple, moi, l'exemple le plus marquant que j'ai, c'est dans le Rohan, là, Ouais. dans la capitale, là, comment elle s'appelle, cette ville, là, où il y a... La ville du Rohan, là, ouais, la ville sur la montagne, sur là. la montagne, ouais, Mhm. avec Grima, langue de vipère, Ouais. machin et tout, le roi qui est possédé, tout ça. Et il y a un plan, un moment où on voit les chevaux, c'est Gandalf, Aragorn, etc., qui arrivent là pour délivrer le roi de son emprise de la main blanche, là, comment c'est... Saruman. Saruman. Et effectivement, on voit encore, évidemment, sur ce grand rocher, là, il n'y a plus, tu vois, toutes les constructions qu'ils avaient fait pour l'occasion du tournage, etc. Mais bon, on voit encore le chemin où tout le monde passait par là, tu vois. Et Tu te demandes comment ils ont pu construire un truc aussi énorme à ouais, un endroit aussi paumé, quoi. sur un endroit aussi paumé. Et puis, mine de rien, c'est vrai que ce caillou-là, tu vois, il est hyper imposant, hyper étriqué, etc. Il y a des vraies falaises, etc. Donc, t'imagines d'avoir reconstitué ce truc-là... là-dessus, ça devait être vraiment genre... Mais dans les bonus, les acteurs disent que quand ils sont allés sur le lieu de cette ville, mais ils ont halluciné parce que beaucoup de films, beaucoup des décors ont été tournés en studio, mais ça c'était vraiment, ils ont construit une vraie ville sur place, et ce qui paraît, mais c'était un des trucs les plus beaux qu'ils aient jamais vu, quoi. Ouais. Et ils disent même que le film, même s'il est très beau, ne peut pas capturer l'ampleur du décor alentour, parce que en gros t'as 360 degrés de décor. Mais pur. c'était absolument hallucinant. D'ailleurs, en gros, ce rocher-là, il se trouve dans une espèce de gorge de différentes collines, voire montagnes, quoi. Donc c'est vraiment un rocher qui émerge de nulle part, tu vois. Tout autour, c'est très plat. Autour, il y a des grandes montagnes, etc. Et après, il y a toutes les montagnes qui tombent, en gros, dans les tu vois, les lits des rivières, tout ça, etc. Ça, là, pour le coup, ça fait vraiment penser à l'entrée, à un moment, quand ils vont dans le gouffre d'Elbe, etc. Ouais. Tu vois, je veux dire, partout où tu te trouves, quelque part, bon, ton imagination, il travaille, etc. Et puis, tu arrives à retrouver un peu, genre, j'imagine que là, ils ont tourné là, parce que c'est très ressemblant, etc. Et après, sinon... Il y a une vraie industrie qui a été créée autour de... Après le film, etc., c'est qu'il y a des guides, il y a des guides qui sont vendus, des guides officiels. Tu m'avais offert ça, tu m'avais envoyé ça par courrier, ouais, le guide touristique du Seigneur des Anneaux. Voilà, où tu trouves vraiment tous les endroits, comment y accéder, etc. Quand évidemment il faut prendre des hélicoptères, ils te mettent les compagnies d'hélicoptères, etc. Mais nous,
évidemment, on s'est pas fait chier à débourser de l'argent pour ce genre de truc. Par exemple, je veux dire, un des rares sites, tu vois, qui était encore entre guillemets, mais très très mal. Enfin, ça restait vraiment les fondations qui étaient un peu en l'état. C'était la Comté, par exemple, tu vois, où dans les petites collines, tu avais encore les trous, les portes en rond, etc. Et ça, bon, tu pouvais le visiter avec un guide et tout, mais ça nous intéressait pas vraiment. Nous, ce qui nous faisait kiffer vraiment, c'était de nous dire, ok, on est avec notre van là, dans lequel on vivait, etc. On va au bout de la route. Là, on sait qu'on va trouver un truc. On sait pas quoi, mais on y va. Et après, tu restes là et t'es isolé, mais de tout. Et tu te refais les scènes du film. C'est ouf, quoi. Bon, après, pareil, un des grands souvenirs, c'est quand on est arrivé dans la Moria, tu vois, qu'on a vu la montagne du destin, etc. Donc évidemment, là, pour Mordor, tu veux dire pardon, par la Moria, oui, le Mordor. La montagne du destin, bon après, elle est vraiment au milieu du Mordor, etc. Tu vois, après l'infographie, les effets spéciaux, tout ça, ça complète beaucoup, mais c'est vrai que c'est toujours, assez. Bon, t'as fait le Mordor, donc il y a des cailloux. Ah ouais, non, mais c'est vraiment. Et là, pour le coup, tu vois, donc dans le Mordor, je me souviens plus du nom du petit patelin qu'il y avait en bas. Mais en gros, c'était le début d'une chaîne de montagnes, d'une petite chaîne de montagnes dans l'île du Nord. Et quand t'allais vraiment au bout de la route, tu tombais sur une station de ski, tu vois, mais minuscule, un truc vraiment pourrave. Et comme nous, on y était en été, il n'y avait pas de ski, ça marchait pas. Donc du coup, on a garé notre van sur le parking de la station de ski et puis on a vu une colline, quoi, et puis on s'est dit ok, on monte la colline, sachant que ouais, c'est des rochers avec des cailloux. Tu vois, comme la scène où ils arrivent en face des portes du Mordor, tu vois, avec l'armée qui passe et qui se cache sous sa cape. Tu sais, à un moment, Frodo il tombe comme ça. Donc là, personne ne voit, mais tu imites Frodo qui tombe. Il tombe comme ça. Il y a même un truc un peu au ralenti là. Moi je vois très bien, mais bon, les gens. Il a ses pieds qui glissent, etc. dans les cailloux là pour récupérer Sam qui s'est pété la gueule comme une merde, comme d'habitude. Et c'est vraiment ça, quoi. Tu vois, les cailloux comme ça et tout. Et donc on arrive en haut de cette montagne. Et alors là, voilà, là t'étais vraiment genre, tu dominais la Moria avec la Mordor. Mordor avec la montagne du destin au bout. Et genre enfin voilà quoi. Encore une fois, bon, ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand t'es un fan, quoi, je t'assure que c'est trop puissant, quoi. Tu te dis genre, tu cherches autour de toi pour voir s'il n'y a pas des plans où tu les vois cachés dans des rochers ou, enfin voilà, c'est. À ce qui paraît, c'était dans le making of, on voit que souvent ils avaient pour cette scène-là, en fait, ils étaient une petite équipe et à un moment il y a eu une brume. Et ils n'avaient pas du tout prévu de tourner des plans, tu vois. Ils ont dit on y va. Donc ils ont tourné des plans où on les voit marcher, qui sont dans le montage final. C'était pas prévu, tu vois. C'était vraiment le fait d'être sur place, le fait de voir cette ambiance, et de dire mais il faut absolument tourner un truc. Et bon, forcément, quand tu as l'équipe du Seigneur des Anneaux, c'est génial de pouvoir se dire on va faire ça, vite, mets-toi là, et on verra après si ça donnera au montage. Enfin bon, voilà, donc on a fait tout un tour du pays, vraiment. Alors après, il y a la rivière Anduin qui passe vraiment à beaucoup d'endroits, notamment toute cette descente qu'ils font là dans la rivière qui dure un moment dans le premier, je crois. Après à Wellington, il y a comment il s'appelle, le mont, je saurais plus dire parce que évidemment j'ai pas eu le temps de revoir un peu tous mes carnets, tout ça, les photos, machin, mais en gros si vous allez en Nouvelle-Zélande, vous verrez les lieux de tournage et vous serez vraiment époustouflés. Bon, ça fait un peu cher pour voir ça, mais ouais, moi vraiment, en tout cas, je te dis vraiment, ce qui m'en reste, c'est de se dire, genre, à chaque fois, quand tu vas là-bas, tu sais qu'il n'y a rien autour, puisque pour des raisons très concrètes, je veux dire, ils ne pouvaient pas tourner avec des habitations autour, et t'es au milieu de nulle part, dans des paysages vraiment grandioses, c'est incroyable. Et puis, il y a vraiment des trucs, il faut les chercher, quoi. Il faut vraiment les chercher. Par exemple, ce truc-là dont je te parle, là, du Rohan, là. Bah, je me rappelle, tu m'avais appelé, je crois que c'était ton anniversaire ou le mien, je sais plus, enfin... Il y avait un truc où ça faisait 9 mois que j'avais pas eu de tes nouvelles et tu m'as appelé sur mon portable, là, tu dis là, je reviens tu sais d'où je reviens du Rohan et tout. Je fais non, sérieux, c'est un truc de ouf et tout. Oui, je me souviens, on était dans un bled tellement paumé à ce moment-là. Et donc pour accéder à ce truc-là, en gros, ça faisait déjà genre 2 heures qu'on avait quitté la ville, tu vois, qu'on était sur des petites routes où évidemment il y a que des champs autour, machin et tout.
Et puis après, pareil, tu te diriges vers la montagne, quoi. Tu vas dans la montagne, donc tu commences à être dans des ça commence à être très vallonneux, etc. Et puis à bout d'un moment, c'est très montagneux et tout. Puis tu continues sur une route de gravier, comme il y en a beaucoup, gravel road, comme ils disent là-bas. Et tu poursuis comme ça, tu continues sans savoir vraiment où tu vas. Donc les etc. routes de gravier qui vous ont pas aidé puisque à un moment votre van a eu vous avez eu un souci par rapport à une route de gravier. Ouais, Raconte-moi ça. on a fait une sortie de route, des tonneaux dans un champ parce que. Vous avez fait plusieurs tonneaux? Ouais, plusieurs. Sérieux? Ouais, plusieurs. Et ça, c'était à côté du lac Tekapo, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est un lac qui est assez long, puisque encore une fois, la Nouvelle-Zélande, c'est pas un pays très grand, donc c'est un lac assez grand et imposant. Dans l'île du Sud, et ce lac a pour particularité, tu sais, d'avoir des particules, je sais pas quoi, et donc du coup l'eau elle est vraiment bleu verte, Ouais. tu vois, c'est très très beau. Et donc on était allé dormir au bout du lac là-bas, près de pareil des montagnes. Il faut imaginer qu'à chaque fois dans les montagnes, tu vois, tu as le lit des rivières, et puis au bout d'un moment ça se déverse en lac, etc. Donc on était allé vraiment au bout de ça, on était rentré dans un champ à chaque fois, tu vois, comme d'habitude, par effraction pour pouvoir garer notre van et tout. Et puis le petit matin, au moment de partir, Thibaut se prend un peu trop pour un chauffeur de rallye, tu vois. Et il met des petits coups de volant à la Sébastien Loeb, quoi. Et puis seulement, nous, on n'a pas une Citroën Xara Xantia Xexa, quoi. Tu vois. Un vieux van. Un vieux van pourrave de 89, je crois. Et il a pas kiffé, quoi. Et donc, il a pas kiffé. Il s'est renversé. Il s'est éclaté. Et donc, du coup, après, on est allé comment elle s'appelle cette ville de l'île du Sud, qui est une ville où justement il y a eu beaucoup aussi de lieux de tournage. Si vous avez dû, le van était. Il était pourri, il était mort. pété. On a dû tout abandonner, et garder nos sacs à dos, nos affaires essentielles qu'on avait amenées. Parce vous que avez laissé sur place. dans notre van, il y avait la télé, le poste et tout. Enfin, on avait tout, quoi. Donc vous avez laissé sur place Non, on n'a pas laissé sur place. C'est-à-dire qu'il y a une dépanneuse qui est venue nous chercher, qui nous a ramené au petit bled principal là. Et de là, vous avez dû choisir. Voilà. On avait 2 nuits pour savoir. Non, une d'ailleurs, ou 2, je sais plus. Qu'est-ce que vous allez garder Ouais, ça a été vite vu. On a gardé l'essentiel. Après, on a pris un bus qui nous amenait donc à cette ville. Alors donne-moi une seconde que je retrouve le nom, parce que c'est une ville qui sûrement on en a entendu parler si on connaît un peu le Seigneur des Anneaux, parce que il y a beaucoup de tournages, il y a beaucoup de trucs qui ont été faits à partir de cette ville-là, parce que c'est une des grandes villes de l'île du Sud. Auckland Non, Auckland, c'est la grande ville de l'île du Nord. D'accord, c'est la capitale. C'est pas la capitale, c'est Wellington la capitale. Mais Auckland, c'est la capitale économique, tu vois. D'accord. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, ils stigmatisent vraiment les Aucklanders. Ils disent just another fucking Aucklander, tu vois, parce qu'en gros, c'est un peu les Parisiens, mais ils sont très. C'est vraiment les costard-cravate, busy et tout, tu vois. Et ce qui est vraiment en marge avec le reste du pays. Et. Donc à partir de là, vous avez changé de votre fusil d'épaule. Comment vous avez fait le reste du voyage en fait? On a loué ce qu'on a appelé la voiture à papa, parce qu'on a loué une grosse berline automatique, tu vois. Donc juste pendant une semaine, tu vois, pour pouvoir vraiment terminer notre tour des lieux de tournage. Il nous restait vraiment dans l'île du Sud quelques lieux de tournage qui étaient assez accessibles pour nous. Et voilà, on s'est dit que ça valait le coup, quoi. Et donc après, on est remonté à Christchurch, et après, on a passé 2 nuits là. Après, on a pris un vol pour Auckland, et après d'Auckland, on est parti en Australie. Mais donc, est-ce que tu peux nous parler des Néo-Zélandais? Quel est leur alors donc les Aucklandais sont les bêtes busy, machin. Oui, mais c'est pareil, c'est une minorité. C'est pas une minorité, c'est juste que eux le sentent dans leur vie quotidienne. Enfin, je veux dire, tu le sens pas vraiment quand tu vas là-bas. Quand touriste. Oui, voilà. Tu vois bien que Auckland, c'est la capitale économique, avec le CBD, avec les grands immeubles, tu vois, mais ça reste vraiment cool, tu vois. Alors, les Néo-Zélandais, c'est des gens vraiment... Enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais été dans aucun pays, et pourtant j'ai pas mal voyagé, où vraiment la population était si accueillante, gentille, ouverte, simple. C'est vraiment...
c'est vraiment entre guillemets un grand peuple, tu vois, parce que c'est vraiment le nouveau monde, tu vois, dans le sens où c'est comme les États-Unis, l'Australie, etc. C'est des immigrants qui ont créé une communauté et qui ont développé un peu un nouveau style de vie, etc. En se disant on va pas refaire les erreurs de la vieille Europe, etc. Mais là-bas, il y a un truc qui est, comme encore une fois, c'est un tout petit pays, ça repose, c'est essentiellement de la culture de la terre, tu vois, et puis avec des élevages et tout, donc ça reste très simple, quoi, tu vois. Les Néo-Zélandais, en gros, la communauté, quitte à être un peu politiquement incorrecte, etc., mais c'est pour faire un peu, pas des clichés, mais on va dire pour faire des choses assez simples que les gens pourront comprendre. En gros, nos Maghrébins, tu vois, c'est les Maoris, tu vois. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont marginalisés, tu vois, parce que effectivement, les Maoris, ils ont les problèmes avec la drogue, avec l'alcool, le chômage, etc. Tu vois, c'est un peu la entre guillemets, une minorité. C'est la minorité mal vue, etc. Alors que bon, on sait bien que les Maoris, ce sont les occupants originaires de la terre de Nouvelle-Zélande. Et mais il y a un système, d'allocation, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus c'est pas aussi violent qu'en Australie avec les aborigènes, tu vois. Mais même si il y a aussi des allocations pour les aborigènes en Australie. Mais les aborigènes, ils sont vraiment, vraiment à la ramasse. Ils sont vraiment à la ramasse. Nous, on a été accueillis par un Maori. Enfin, les Maoris, c'est pareil, ils sont formidables, tu vois. C'est-à-dire que c'est des peuples du Pacifique dans le sens où dans leur façon de vivre et dans leur mentalité, etc. Ils sont hyper... c'est chez un Maori que vous avez passé le Noël ou le Nouvel An? Non, alors ça, pour le coup, c'était un fermier, un blanc. Donc c'était dans l'île du Nord. À ce moment-là, on travaillait autour de Hawke's Bay, la capitale un peu... Vous avez travaillé quand même un peu. On a un peu travaillé. On a un peu travaillé. Parce qu'on a eu du mal en fait à trouver du boulot, à chaque fois on s'y prenait très mal, tu vois. Mais en gros, à un moment, on est arrivé dans cette région où on savait qu'il y avait beaucoup de viticulture, de culture, de tout un tas de conneries, etc. Et vous avez fait de la cueillette. Et on a fait de la cueillette d'abricots. Et on a trouvé ça un peu par hasard, parce que c'est-à-dire un matin, on s'est dit, bon ok, allez, on y va, on se réveille dans notre van, on conduit, et à chaque fois, partout, c'était des fermes autour, donc on allait chez les gens en demandant s'ils avaient besoin de monde, quoi. Est-ce que vous pouvez nous employer? Et comme tout le monde se connaît, voilà, il nous refile le contact un tel vient nous voir, machin et tout, et puis le lendemain, on se met à travailler dans les champs D'abord, c'était les champs on plantait des vignes, de Sauvignon d'ailleurs, Sauvignon blanc. Et là, on a fait la connaissance de John, un Maori, donc qui habitait pareil autour de Napier, tout ça, qui était vraiment adorable, formidable. Avec ce type, on a été très très bien accueillis. On avait notre van, on dormait dans son jardin et tout. Et puis il y avait sa femme, il avait un gamin. Le mec, il avait 20 ans, tu vois. Et il travaillait 10 heures dans les champs, tu vois, tous les jours, etc., quoi. Mais il était vraiment cool, on fumait de la beuh, c'était super. Et il y a une photo de lui, je crois. Il y a une photo de lui chez moi, où il se défonce. Non, en fait, c'est un bang. C'est une espèce de bang, enfin, il récolte l'huile en fait et tout, et c'est très très violent, quoi. Je recommande pas forcément parce que c'est vraiment hard, et puis quand tu vois quand même l'état dans lequel il était, t'as pas forcément envie de faire ça trop souvent. mais bon, ça c'était formidable. Mais c'est vrai que cette anecdote, et j'en ai parlé encore récemment, tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc, moi ça m'a marqué vraiment, tu vois, avec Thibaut, à chaque fois, donc comme on était à vivre dans notre van, on cherchait comme on disait, des spots, tu vois, pour passer la nuit. On se garait à un endroit, la nuit était tombée, et puis le lendemain, tu te réveilles et tu t'assistes à un putain de spectacle de la nature qui est génial. Et ce soir-là, on avait vu sur notre carte, c'était justement au moment de Noël, tout ça, donc c'était le 24 au soir. Et on voit un petit lac qui s'appelait le Horseshoe Lake sur notre carte, et on se dit putain, dans le coin, a priori c'est l'endroit où on veut dormir, ça a l'air vraiment un peu paumé, tout ça, et puis le lac a l'air joli, tout ça. Bon, très vite, si tu veux, quand on se dirige vers ce lac, on se rend compte qu'on rentre dans une propriété privée, mais on se dit genre, on fait comme si on savait pas, tu vois. François, toujours très busy. Excusez-moi. Attends, je mets sur silence et je... Alors, donc, on poursuit au fur et à mesure, la pression monte, puisqu'on se rend compte que ça commence à se rapprocher de l'habitation, de la maison principale, etc. Et puis, effectivement, on arrive devant, on voit qu'il y a de la lumière, tout ça, et puis on se dit, on se chie dessus, et on se dit, merde, allez, vas-y, viens, on fait demi-tour, on se casse et tout. On n'a pas le temps de faire demi-tour que le fermier sort,
Et avec un verre de rouge à la main, tu vois, il arrive, il dit putain, qu'est-ce que vous foutez là, les mecs et tout. Alors on lui explique, tu vois, très très simplement, très gentiment, bah voilà, on voulait aller dormir auprès du lac, mais en fait on s'est rendu compte que c'était privé et tout, bon désolé, machin et tout. Il dit ouais, pas de problème, je vais vous montrer pour aller dormir auprès du lac et tout, mais d'abord vous voulez pas venir boire un verre à la maison, quoi, tu vois. Et donc un truc qui en France n'arrivera peut-être jamais. Bah j'ai du mal à l'imaginer honnêtement. Et effectivement, on a passé les 2 jours qui suivent avec ce mec. On a passé Noël avec lui. Enfin, donc très très bon contact. Il nous a fait, il nous a amené après dans ses terres et tout. Il avait vraiment un énorme domaine. Il faisait un élevage de moutons et de vaches et tout. Et on a été avec lui pour faire le catling là, tu vois, genre le truc à la western, tu vois, genre tu déplaces les moutons dans les champs, les vaches et tout, sur le quad, machin. Enfin. Moi, je suis parisien de naissance et depuis toujours. Alors, si tu veux, un arbre déjà, ça me paraît exotique. Tu vois. Donc, forcément, quand tu peux assister à ce genre de spectacle naturel et vraiment, 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 vraiment époustouflant, grandiose, hein, la nature en Nouvelle-Zélande, Enfin, tu sais, je veux pas dire de conneries, mais en gros, il me semble que la mythologie maori, en gros, c'est la mer, c'est la femelle, le ciel, c'est le mâle, et en s'accouplant, ils ont créé la terre de Nouvelle-Zélande. D'accord, ok. Donc c'est pour te dire. Et il y a une expression qui revient très souvent en Nouvelle-Zélande, c'est fucking paradise. Tu vois, la Nouvelle-Zélande, c'est le fucking paradise, c'est-à-dire que c'est un paradis qui a un effet très pervers, c'est-à-dire que comme tout paradis, c'est pas censé être matérialisé sur Terre, tu vois. Seulement, la Nouvelle-Zélande s'y apparente tellement qu'il y a quelques dégénérés, tu vois, quelques personnes vraiment jobards, tu vois, et pour le coup, ils sont vraiment à la ramasse. Et j'ai rencontré comme ça quelques jeunes ou moins jeunes, mais il y a beaucoup chez les jeunes, tu vois, qui pètent vraiment un plomb, quoi. C'est trop beau, c'est trop, trop beau de paysage. Bah, c'est trop beau, et puis la vie, elle est tellement easy living, tu vois, je veux dire, la Nouvelle-Zélande, à 5 heures, t'as arrêté de bosser, tu vas au rad pour boire des coups, tu vois, enfin, je veux dire, en gros, en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Nord, t'as peut-être 2 villes, tu vois, qui ressemblent un peu à des villes. Dans l'île du Sud, t'en as 1, 2... Ouais, pareil, 2, tu vois. À chaque fois, ça c'est... Non, j'exagère. Dans l'île du Nord, il y en aurait 3. Auckland, Napier, par là, et puis Wellington. Et alors, pour le coup, Wellington, moi, juste pour revenir là-dessus, Wellington, c'est vraiment un grand, grand coup de cœur. Si un jour, je peux avoir une maison à Wellington, ce serait vraiment un rêve, parce que c'est une ville géniale. C'est une ville très, très venteuse, tu vois, parce qu'elle se trouve dans des détroits, tout ça. Enfin, c'est du coup beaucoup de nature encore, etc. Et c'est... Wellington, c'est formidable. C'est formidable. Et donc, comme je te disais, à ce moment-là, dans Wellington, voilà, quand je rencontrais les gens, que je disais que j'étais fan de Peter Jackson, du Seigneur des Anneaux, etc., tout le monde disait « Ah oui, mais moi je l'ai connu, mais moi mon père... » Il y a un grand respect pour cet homme. Il y a un grand respect, et puis c'est surtout que tout le monde entre guillemets, se l'accapare un peu, tu vois. C'est-à-dire, genre, Peter Jackson, c'est mon pote, tu vois. Et donc, dans certains cas, forcément, c'est vrai, puis dans d'autres, tu te dis, ouais, ça reste à voir, tu vois. Mais il a grandi, lui, dans les... Près de Wellington, non avec Colin de Wellington. Et... Enfin voilà, bon, enfin, tiens, amusons-nous rapidement, genre, donne-moi tout de suite comme ça des lieux, tu vois, des scènes dans ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux, puis je te dis si je les ai vus ou pas. Et pour si moi, c'était trop classe ou pas. La comté, des documentaires que j'ai vus, en gros, quand on voit en fait, la comté, c'est un peu un truc artificiel dans le sens où ils ont planté l'herbe, planté les arbres, planté... À la base, c'était un truc où il n'y avait pas grand-chose, et après, ils ont fait en sorte que ça ressemble à un truc, mais de balade. Alors, je sais pas s'ils l'ont gardé. Ils ont gardé, je te dis, vraiment les structures des maisons surtout. D'accord. Parce que c'est-à-dire que la comté, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a genre 128 endroits, tu vois, où tu te dis c'est la comté, tu vois, parce que tu sais, les petits vallons très très verts, etc. Tu penses qu'à ça tout le temps. Donc la comté, c'est un truc, c'était le premier truc qu'on pense. Mais pour le coup, ça reste un site touristique. Maintenant, si tu veux vraiment voir la comté, c'est un endroit, je sais plus, dans l'île du Nord, un tout petit bled, tu vois, et puis tu peux y aller. Puis là, maintenant, j'imagine qu'ils sont en train de reconstruire la comté pour les nouveaux films. Donc ils doivent être en train de replanter des trucs. À mon avis, c'est ça, c'est que pour préparer le prochain film,
ils doivent être en train de refaire la comté telle qu'elle était dans le premier film. Bah, je pense que dans un premier temps, je sais pas par rapport au projet de Bilbo le Hobbit, mais je pense que dans un premier temps, ça fait partie des trucs qui se sont dit, ok, on le garde, ça fera un truc pour les touristes. Oui. Ce qui est vraiment pas du tout le cas du reste. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui est construction moyenâgeuse en dur, c'est un truc ils ont fait dans les studios de la Weta. Ouais, ou même quand ils ont fait sur place, ils le détruisaient, et surtout ils réutilisaient. Tu vois, c'est qu'en gros, le Rohan, après ça a été le Gondor, et après ça a été. Et globalement, c'est un truc qui a été très, comment dire, temporaire. Donc, quel autre décor Anduin, dont tu as raconté que c'est un truc qui sur plein d'autres trucs. Mais c'est pareil, à chaque fois, par exemple, dans l'île du Sud, vraiment, dans l'île du Sud sur la côte ouest, tu vois, c'est comme des fjords un peu, tu vois. Enfin, il n'y a pas de la glace là, mais je sais plus comment on appelle ça, des fjords sans glace là, mais. Et là, tu as une rivière qui passe et ça fait vraiment des bras de rivière énormes où tu surplombes ça et c'est magnifique. Tu as un pauvre pêcheur qui est là au milieu du truc et c'est très très époustouflant. Dans ce coin-là aussi, tu as les marais des morts là. Mais ça, on n'a pas pu y accéder parce que c'est assez en retrait. Il faut faire du hiking, tu vois, il faut marcher pendant des heures pour pouvoir voir un peu. Mais moi, ce que je trouve fascinant dans ces trucs-là, sachant que moi, tous les tournages que j'ai fait, c'était surtout en région parisienne. Et à chaque fois, je me disais, oh là là, comment on va faire pour transporter le matériel à la porte de Montreuil? Oh là là, c'était vraiment galère. Et quand je vois, quand tu me racontes les trucs, je me dis, mais comment les mecs, ça devait être un truc de malade. C'est un truc de malade. Ils devaient construire des villes autour pour vivre parce qu'il y a à chaque fois 200 personnes qui devaient. Bah encore pour te redire cette histoire du Rohan, là, la ville, là, je t'assure que la route que tu empruntes, à des moments, tu flippes un peu, quoi. C'est vraiment genre, c'est des trucs de 4x4, tu vois. Donc si tu dois amener des camions avec du matériel là-dedans, putain, je sais pas comment ils ont fait. Des camions 4x4. En fait, c'est ça qui est génial dans Seigneur des Anneaux, contrairement par exemple à Star Wars, par exemple. Star Wars, à part Tatooine, qui est vraiment tourné en Tunisie, et c'est des vrais décors, tout le reste c'est du fond vert. Et sur les Anneaux, bon, peut-être dans le numéro 3, dans le Retour du Roi, il y a beaucoup de fond vert parce que bon, c'est très ambitieux, machin. Mais globalement, on va dire plus de la moitié des décors, c'est des trucs réels, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans le 3, toute la bataille qui se passe entre le Mordor et le Gondor, là, enfin, de ce grand champ, là. Bah, ça, c'est un truc que tu dois trouver aussi. Oui et non, il y a d'être ça. En fait, c'est un composite de plein de trucs. Oui, c'est ça, c'est un composite de plein de trucs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, cette base-là, ce grand espace-là, ils l'ont exploité. Oui, puis ils ont fait genre la plus grande bataille de chevaux où il y a genre 200 chevaux et ils étaient eux-mêmes surpris qu'il n'y ait pas de blessés tellement c'était un truc de ouf. Mais c'est ça qui est génial avec le Seigneur des Anneaux, c'est pour ça qu'il est beaucoup mieux que beaucoup de films d'heroic fantasy ou fantastique ou science-fiction, c'est que il y a une vraie, enfin c'est un truc où quand tu vois le Seigneur des Anneaux, tu te dis mais comment ils auraient pu le tourner ailleurs qu'en Nouvelle-Zélande, quoi. Ils auraient trop galéré. Et là, le Peter Jackson, c'est pour ça qu'il s'est dit non, en Nouvelle-Zélande, excusez-moi, vous connaissez peut-être pas, mais il y a tous les décors qu'il faut, quoi. Et ça, c'est un truc de malade, tu vois. Et au cinéma, vraiment, tu voyages, tu vois. Bien sûr, ils rajoutent des fois des miniatures et tout, des trucs. Des miniatures, et puis après, en termes de traitement d'image, de couleurs, etc. Bon, après, bien sûr. Mais globalement, tu poses ta caméra, tu voyages déjà. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, je confirme à 200%. À l'occasion, peut-être, il faudra montrer quelques photos, etc. J'espère, il faudra que tu me les envoies. Pour voir, parce que c'est très fidèle et très, très impressionnant, quoi. Et après, bon, c'est marrant, parce qu'après Seigneur des Anneaux, il y a eu plein de films qui ont été, ou de séries, genre Narnia, ils ont tourné là-bas aussi. Oui, mais attends, tu sais, justement, Narnia, ils ont tourné à un endroit où ils ont tourné le Seigneur des Anneaux aussi. Ils ont utilisé le même lieu de décor. Et ça s'appelle la région, ça s'appelle Paradise, tu vois, la Glenorchy, Paradise, par là, c'est un peu plus loin que cette ville de l'île du Sud, dont j'arrive pas à retrouver le nom, qui est une grande station de ski, etc. Où il y avait aussi Deer High Park, où ils ont tourné toutes les scènes avec, tu sais, par exemple, la bataille avec les Dwarfs, là. Tu vois, tout ça, où ils fuient, où tous les villages du Rohan, justement, ils fuient aussi. Tu sais, à un moment, il y a une scène où ils passent le long d'un lac. Oui, exactement, on voit figurant. Donc tout ça, ça a été tourné dans cette région-là. Et donc, Narnia, un peu plus loin, c'est un peu plus loin, tu vois, sur la route. En gros, tu as un grand lac, comme ça, et puis quand tu comptes, là, tu as la ville. Personne ne voit ce que tu fais avec tes doigts. Hein. Je les mets dans mon... D'accord, ok. Donc tu es en train de nous expliquer qu'il y a un lac. Il y a un lac qui est très en long, comme ça, un très très grand lac, très très nature, spectacular, etc. Et puis tu continues, tu sais, ça fait un peu Eddie, tu sais, le commentaire de basket américain, là.
dit stress spectacular. C'est là, oh, il est dunk, c'est une passe dans le shoot, yeah. Ok, so. Tu continues comme ça vraiment le long. Et puis après, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au milieu de 2 grosses chaînes de montagnes, tu as... c'est là aussi où ils ont tourné la tour d'ivoire du connard Saruman. Du connard Saruman, absolument. Voilà, c'est là qu'ils ont implanté... Saruman le connard. C'est là qu'ils l'ont implanté, dans cette vallée-là. D'accord. Donc tout ça, Paradise Glenorchy, tout ça. Et à un moment, donc, donc pareil, on se fout dans des chemins, mais tu sais, il y a des 4x4 et tout, tu vois. Et nous, avec notre van, on galérait et tout ça. Et à un moment, on voit un défilé de bagnoles, tu vois, mais genre... truc hyper genre quasi un cortège présidentiel, tu vois, et on se dit genre mais qu'est-ce qui se passe, what the fuck et tout, et il y avait une grande demeure comme une espèce de vieille bâtisse, un grand domaine de ferme et tout, et il y avait plein d'animations et tout, et après on avance comme ça, et tout le long tu vois, en gros t'as des montagnes qui commencent, et à l'orée des bois, là ils ont tourné des batailles notamment avec les orques et tout, et là ils tournaient un truc à Narnia, et il y avait toutes les installations du tournage. T'as pu voir un peu en gros le tournage de Narnia, le deuxième ou le premier? C'était le deuxième, et voilà, donc tu te dis genre putain les enculés quoi, enfin voilà quoi, genre eux ils ont trouvé les bons spots, ah ouais nous aussi on va tourner là-bas, tu vois, tu disais que t'aimais pas les copieurs, bah c'est pareil. Oui, c'est vrai que bon, Narnia, c'est pas aussi grandiose que Seigneur des Anneaux. Ah non, mais c'est ça, parce que si tu veux, il y avait un chef électro, enfin pas un chef électro, mais un pauvre électro, même un régisseur, tu vois, qui était avec son camion là et tout. Puis à un moment, je vais leur dire, mais qu'est-ce qui se passe ici et tout. Et puis il tourne Narnia, tout ça. Et tout. Genre la classe. Ouais, donc c'était assez rigolo. C'était assez rigolo. Tu sais, pareil, Mais vous avez pas cherché à revoir le tournage, quoi. Non. Vous avez fait genre. Non, Narnia, on s'en branle. Narnia. Ok, salut. Non, Narnia, on s'en branle, t'inquiète. Non, mais il y avait vraiment tout, tu vois, tous les filins, tout ça, qui étaient installés dans les arbres pour les mouvements de caméra et tout. Enfin, c'était assez impressionnant. Mais comme c'était Narnia, on en avait rien à branler. Moi, j'étais. C'était marrant, tu arrives sur le tournage, tu vas voir le réal, tu fais, je sais pas, vous tournez quoi? Il fait Narnia. Ah, et tu te barres. C'est ça. Mais tu sais, la bataille quand Gandalf il est contre la créature de Shadow là. Le Balrog. Le Balrog. Tu sais, à la fin il est sur un pic. Oui, dans le flashback. Voilà, c'est pareil. C'est tout ça, c'est dans cette zone là. Enfin voilà, donc vraiment, si un jour vous voulez faire un voyage exotique qui est en même temps culturel, instructif, voilà, humain et très très dépaysant, la Nouvelle-Zélande, c'est fucking paradise. Fucking paradise. D'accord, ok. Ouais. Et I'm looking forward to go back there, you know, because I just had such a good time, you know, and fuck yeah. Donc apprenez l'anglais, hein, bien sûr, pour aller oui, là-bas. et d'ailleurs, oui, l'anglais là-bas, des fois, c'est un peu, tu vois, pour dire gauche, ils disent left, tu vois. Ah oui, c'est read, c'est read, tu vois. C'est read, c'est read, c'est le feu est rouge, tu vois. C'est read. Ah, il faut vraiment comprendre des subtilités d'accent. Ouais, il y a des subtilités d'accent. Le premier jour où je suis arrivé là-bas, je pensais parler anglais, et puis quand j'ai rien compris de la journée, tu vois, j'ai fait va falloir s'adapter, tu vois. Bon, très bien, écoute, merci Florent. Merci à toi, merci d'avoir partagé cette expérience qui était assez exceptionnelle. Je regrette de ne pas avoir pu me faire un petit... parce que ça fait longtemps que j'ai pas revu mon parcours en Nouvelle-Zélande, et ça fait un moment que j'ai pas revu mes photos, etc. Et Le Seigneur des Anneaux lui-même d'ailleurs, le film, mais j'espère que tu pourras envoyer les photos pour qu'on puisse les publier sur le blog, et on pourra commenter, genre là c'est là ou dans la scène. J'essaierai même de te mettre une petite notre carte routière, parce que j'ai noté tous les endroits, etc. D'accord. Il y a aussi la photo que je veux trop mettre sur le blog, c'est la photo où le van est renversé et où tu as pris en photo le bordel sur la route. Celle-là, je la trouve mais tellement bon, elle est chez toi. Ouais. Et quand j'ai vu cette photo chez toi, j'ai fait mais c'est un truc de ouf quoi. Elle est trop belle la photo, et en même temps tu sens trop la galère. Quoi. Ah ouais, la galère. Bah ouais. Perdu au milieu d'un champ avec un van sur le capot. Et Thibaut, c'est moi qui ai fait ça. Bon, sache que Thibaut écoutera sûrement ce podcast et non, il écoutera pas. Peut-être qu'il répondra dans les commentaires et qu'il dira attends. Et moi je conduisais. Et ironie du sort, on était à jeun à ce moment-là. Et ça n'est pas arrivé souvent en Nouvelle-Zélande. Ça vous a encouragé à boire plus après. Voilà. Bon, et il va falloir qu'on aille se ressourcer, nous, hein, puisqu'on a fini notre petit rosé. Voilà, donc c'est la fin du podcast. Merci d'avoir suivi ce podcast spécial Seigneur des Anneaux et spécial Nouvelle-Zélande. Et spécial apéro. Spécial vacances et apéro, placé sous le signe de la joie et du bonne humeur.
Et puis en direct de l'Alabama. Hein, Non, c'est pas l'Alabama, c'est Saint-Jatu-de-la-Mer. ouais, mais le côté. Dans les campings avec le côté mobile home, tu Ouais. vois, le petit drapeau qui flotte, tout ça, ça fait très Alabama. On peut dire qu'on est dans l'Alabama de la France. Tu vois. Ouais. Voilà. Now it's on Alabama. Bon bah merci et à bientôt pour un nouveau podcast. Alabama. Salut.